présentation au titre très touchant. Le titre, c'est « Renaître dans le reflet du regard des enfants de la rue ». Alors, j'inviterai Philippe Malchelos, qui est directeur général à Point de Rue et Coop Les Affranchis, ainsi que Chad Badger, coordonnateur à Point de Rue et Les Affranchis. Merci. Allô, allô. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis présenté comme directeur général de Point de Rue, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque j'ai quitté mes fonctions, voilà maintenant 2 semaines, pour prendre une pause. Une pause que certains peuvent appeler un congé de maladie, que moi j'appellerais plus un repli humanitaire. En fait, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine et j'ai frappé un traumatisme important, voilà 2 semaines, en constatant qu'encore une fois, l'hiver s'en vient et on n'a pas de place à offrir pour tous nos gens dans la rue. Après 30 ans à côtoyer nos frères et nos sœurs qui sont abandonnés dans nos rues, alors qu'on a toutes les solutions, mais qu'on ne les applique pas, ça m'amène un sentiment d'indignation et de colère puissant. Au point que je me suis dit, il faut que je prenne une pause pour me poser des questions personnelles sur ma propre quête de sens. Je serai franc avec vous, je ne sais pas si mon rôle sur Terre, c'est de retourner comme DG à Point de Rue ou de me transformer en militant pour aller confronter directement le gouvernement du Québec, les yeux dans les yeux, puisque pour moi, il ne fait aucun doute que les élus font le choix sciemment de laisser nos frères et nos sœurs crever dans nos rues. Je crois que vous le sentez dans mon speech. Pour moi, ça suffit. Maintenant, si je suis en congé de maladie, pourquoi je viens vous voir aujourd'hui? Comme citoyen. Tu sais, va chez vous, prends un break, repose-toi. En fait, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai besoin, dans mon processus de guérison, de voir des gens comme vous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas une personne forte et confiante qui sait où il s'en va. Je suis une personne fébrile, vulnérable, qui se pose des questions sur son rôle sur Terre. Et je trouve que la meilleure façon de me retrouver, c'est d'être en votre présence. Anecdote, j'étais en haut tantôt ici à me concentrer sur mon speech. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit « Salut Phil, tu me reconnais-tu? » Je reconnais sa voix. Puis je me dis « Ben ouais, écoute donc, tu sais, c'est-tu un directeur d'organisme en travail de rue? C'est un travailleur de rue? » Puis là, je cherche dans ma tête. Puis là, il me dit « Phil, il dit c'est Francis. Ça fait 7 ans que je suis sobre. Maintenant, je suis père aidant à Sherbrooke. Je vais bien. » Wow! Francis, es-tu là? Bravo, mon vieux, je suis fier de toi, je te trouve beau. Merci d'être là, tu me fais du bien. Maintenant, je n'avais pas comme objectif uniquement de venir parler de moi et de mon égocentrisme et ma quête de sens. J'ai d'autres choses pour vous. Alors, en fait, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un échange du rapport que nous avons, aidant-aidé, avec les personnes que nous accueillons chaque jour. Et pour ça, j'ai mon collègue Chad qui est avec moi ici, à qui je vais passer la parole après, qui m'a appris des grandes leçons. Je vais me permettre de faire une petite introduction. Évidemment, vous comprendrez qu'il me donne la permission de parler de ça. Hein? Sinon, c'est ça. Je rencontre Chad au début des années 2000. Moi, je suis travailleur de rue, travailleur de milieu, blablabla, peu importe. Chad se présente chez nous à chaque jour. Souvent en état de consommation, oui, effectivement. Ce qui est particulier, c'est qu'il ne nous demande rien. Il vient passer sa journée. Puis à un moment donné, on peut-tu faire quelque chose pour toi? Non, 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 non. Ah, mais là, tu sais, as-tu besoin d'un coup de main? T'as-tu, oh, non, ça va, ça va. Mais, tu sais, je vous dérange-tu? Je peux-tu rester ici? Ben, tu peux rester ici, certain, tu sais. Puis là, on fait des rencontres d'équipe. Puis là, les intervenants, on se pose des questions. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le besoin de Chad? Tu sais, pourquoi Chad vient nous voir? Manifestement, s'il vient, c'est qu'il y a un besoin. Mais on ne le comprend pas parce qu'on ne sait pas comment y répondre. Puis là, qu'est-ce qu'on peut y offrir? Puis à un moment donné, j'ai comme une genre de révélation
Bon, c'était de base, vous allez me dire, mais bon, bref, c'était quand même une révélation pour moi. Je me suis dit, bien, si Chad vient ici, non pas pour recevoir de l'aide, mais pour en offrir. Comme si, en fait, notre rôle n'était pas de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais de dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Parce qu'en fait, selon nous, la vraie guérison n'est pas d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger chaque jour. Selon nous, ce sont des droits humains de base. La vraie guérison, c'est d'avoir une reconnaissance valorisée de sa communauté parce qu'on y contribue. Puis ça prend plus qu'un toit puis de la bouffe sur la table. Fait que tranquillement, on demande de l'aide à Chad. Chad, peux-tu me donner un coup de main? Ah ben ouais, me faire plaisir, tu sais. Il commence à faire le ménage. Après ça, il aide à l'accueil. Il sort le beurre d'épinards, puis les toasts. Puis là, les gens vont vers lui de plus en plus. « Hey, Chad, tu sais, j'aurais besoin d'un kit. » Puis, « Ah, viens t'amène, tu sais, on va te donner un coup de main. » OK, etc. Puis tout. Fait qu'il fait sa place tranquillement. Puis ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il est en train d'amorcer son propre processus de guérison. J'ai connu cet homme, il marchait comme ça, les épaules comme ça, la casquette ou la cagoule comme ça. Il parlait pas fort, on avait de la difficulté à l'entendre. Puis là, tranquillement, ses épaules se redressissent. Puis là, on se rend compte qu'il commence à nourrir une lumière à l'intérieur de lui. Un jour, on lance un projet fou. Nous croyons tellement au potentiel de tous les gens qu'on reçoit, qu'on accueille. On dit, on va créer un projet, on va aller à Madagascar pendant 3 mois, puis on va contribuer à nourrir le peuple malgache de nos expertises, puis en même temps, on va se nourrir de leur humanisme. Bref, on lance ce projet. Chad me dit à ce moment-là, « Hey, tu sais, c'est super beau votre projet, c'est sûr que moi, ça aurait été un rêve. » Là. C'est comme, « OK, mais pourquoi ça aurait été un rêve? » Ben, tu sais, je sais que pour moi, je ne pourrais jamais me rendre là, je pourrais jamais... « Hein? Mais non, comment ça? Quel est ce doute, tu sais? » Là, je dis, ben, tu sais, Chad, en même temps, tu n'as pas tant confiance en toi, mais tu as confiance en moi. T'sais. Fait que si moi, je dis que je crois en toi, peut-être que tu peux essayer ma version. Là. Il dit, ouais, je vais y penser. T'sais. Puis là, il met des choses en place tranquillement. Puis il va voir son médecin pour être sûr d'avoir un traitement de substitution, pour être capable de prendre l'avion, puis de passer une période loin du Québec et de son infirmière et de son médecin, etc. Bien, il fait toutes ces démarches, puis imaginez-vous donc, il prend l'avion. On part à Madagascar pendant 3 mois. Notre homme se transforme en 10 jours. En 10 jours! Et finalement, au bout de ce périple, on se rend compte que non seulement il est bien, qu'il est fier, mais on se rend compte que c'est le meilleur de la gang. Comment ça? Parce qu'on s'en va dans un petit village où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on ne se lave pas, on mange, pas souvent. On dort avec des bébites, avec des rats qui se promènent, etc. C'est un classique, c'est correct. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. Là, fait qu'on tombe, toutes les 7 tombent malades. Pas lui! Lui, il ne se fait pas piquer. Comment ça qu'il ne se fait pas piquer? On est tous piqués. Eh bien, notre homme, c'est le plus solide. Puis là, ben, Chad, comment ça? Toi, tu survis à ça, tu passes à travers ça, puis nous autres, on est tous scrap. Bien, il dit, Phil, tu sais, moi, j'ai l'expérience de la rue. Et on se rend compte que la rue, elle peut tuer, c'est vrai, malheureusement. Mais elle peut aussi faire de toi une personne formidable avec une force que personne d'autre a. À ce moment-là, Chad se dit, j'ai vécu des années dans la rue, ce n'est pas ma faiblesse, c'est aussi ma force. Maintenant, c'est le chef de notre centre de jour, c'est le chef de son équipe. Il est bon en titi. Je surveille mon langage. C'est toi qui chippe ça ou c'est moi? Moi, je fais rien. Ah voyons, c'est qui touche à ma manette sans que je la touche moi-même, là? Bon, OK. Lâchez ma manette, gang. OK. Alors, je suis très fier et honoré de vous présenter mon collègue Chad Badger, qui va vous faire un petit bout de son témoignage, et je reviens après pour ma conclusion. Vas-y, mon vieux. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire le premier petit bout un petit peu plus vite que d'habitude. À base, je viens d'une bonne famille, il ne manquait rien. Mes problèmes ils ont commencé le jour que j'étais lâché libre dans la société un peu. Je parlais pas français, puis je viens d'un petit village que c'était tout français, fait que déjà là, j'étais rejet. Commence l'école, la même affaire, je suis le rejet de l'école, me frotter de l'âge de pas bon.
Puis c'est ça, c'était toujours la même affaire, travaille plus fort, fais comme les autres, non, non, non. Mais finalement, il faut savoir, j'ai des problèmes d'apprentissage, j'ai appris ça plus tard, mais l'école, ils n'ont jamais voulu voir ça. Fait que c'était toujours la même affaire. Non, non, t'es lâche, là, t'as juste à travailler. Fait qu'en troisième année primaire, il y a une prof qui vient me voir. Non, on va te faire passer parce qu'on est vraiment écœurés de te voir à l'école, fait qu'on va te faire passer le reste de tes années. Dans ma tête d'enfant, oui, tu sais, fais-moi passer de toute façon. Je rush plus que d'autres choses, puis je me fais traiter de pas bon tout le temps. Fait que, ouais. Arrive au secondaire, c'est pas mieux. Je fais mon possible quand même. Finalement, ma mère met de la pression, elle travaille fort. Finalement, je trouve du monde à Montréal ici qui m'aide là-dedans pour avoir des outils pour apprendre mieux. Ça va bien, puis tout. Fait que là, après ça, ils redonnent ça à l'école. L'école, ils ont non, non, il n'y a pas besoin, là, c'est juste parce qu'il est lâche dans la vie, il faut qu'il travaille plus fort. Fait que la même affaire. Fait que une année au secondaire, j'allais à l'école, ils me débarraient une pièce, ils m'embarraient dans la pièce. J'avais le droit de sortir sur l'heure de midi, puis là, ils m'ont rembarré jusqu'à la fin de la journée. Fait que ça donnait plus rien d'aller à l'école. Mais là, 13 ans, 14 ans, tu fais quoi, là? C'est sûr, ma mère n'aimait pas ça, mais là, je viens d'un petit village. Fait que là, je travaille ces fermes, je fais les foins, je trouve des petits jobs, couper le gazon. Chanceux parce que j'ai quand même la famille qui m'aidait un peu. Tu sais, mon grand-père qui m'a pris en dessous de son aile, qui m'a montré à souder, travailler dans son garage. Il m'a appris plein d'affaires. J'ai appris plein de métiers, du débossage char, plein d'affaires, en tout cas, qui m'aidaient quand même un bout. Mais pendant ce temps-là, je consommais de plus en plus, tranquillement pareil, pour remplir l'espèce de vide que j'avais en dedans. Puis, c'est ça. Un moment donné, j'ai décidé de partir dans la rue par manque de choix. Au début, la rue, c'est bien fun. Là. Il y a plein de monde qui te ressemble un peu, c'est le party, il y a plein de dope. Là, je consomme de plus en plus d'overdose. Ben, je m'en crisse, tout le monde ne veut pas de moi de toute façon, puis je veux pas d'eux autres. Fait que si je meurs, ça va être ça. Un moment donné, je suis dans le char à Montréal, ici, justement, je pète un overdose d'héroïne, puis ils m'ont pitché dans le char parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Parce que c'est ça, c'est une action de peur, mais c'est ça. Ils pensaient que j'étais mort, fait qu'ils m'ont pitché dans le char, là, je me réveille à l'hôpital, je dis, ben là, ça va pas bien, là, la vie, elle veut pas de moi, puis la mort, elle veut pas de moi, fait que là, je suis un peu mal pogné si la mort, elle veut pas de moi. Fait que là, c'est quoi je fais, là? Je sors de l'hôpital, c'est sûr, je retombe dans d'autres, mais là, j'ai encore plus peur des humains, fait que là, je consomme encore de plus en plus. Mais je veux quand même m'en sortir. Fait que je fais des petits projets dans le communautaire. Tu sais, ça va bien, pas bien. C'était des petits projets qui ne duraient pas longtemps. Fait que je retombais toujours à la même place. Pour justement une année débarquer à Trois-Rivières, à Pointe-Rue. Puis, comme Philippe disait, une année, mon frère faire le ménage. Puis, ça me faisait du bien, de toute façon, tant qu'à tourner dans la rue et me faire cueillir par la police ou par du monde qui ne comprenne pas, au moins j'étais dans une place sécuritaire, que je ne me faisais pas juger, écœurer. Fait que oui, je vais vous aider. Ça me faisait plaisir de faire le ménage. Puis là, quand ils ont parlé du projet, au début, j'étais « ouais, c'est bien cool, mais c'est pas pour moi. » Mais finalement, j'ai réussi à le faire, puis c'est vraiment Madagascar qui a changé ma vie pour de vrai. Pour la première fois, j'arrive, j'avais un regard de humain à humain, je n'étais pas vu comme un déchet, j'étais juste vu comme un égal. Puis ça m'a tellement fait du bien en dedans que c'est ça. C'est vraiment un gros changement que j'ai eu dans ma vie qui m'a aidé à me rendre titre aujourd'hui. Après ça, après Madagascar, je suis parti de Pointe-Rue, ça allait bien pendant un bout. Je travaillais ailleurs, je travaillais 2-3 ans à une autre place, ça allait bien. J'ai échappé un peu une année, mais tu sais, là, ouais, j'avais goûté à ce bonheur-là. Je veux retourner vers ce bonheur-là. Fait que c'était de plus en plus facile de toujours arrêter de me remplacer. Puis là, une année, je reviens à Pointe-Rue parce que ça. Fait que là, on fait d'autres projets. J'ai été au Pérou 2 fois. J'ai été en Haïti une couple de fois après ça. Puis travailler un peu à Pointe-Rue. Je partais, j'allais faire d'autres choses. Je suis revenu. Puis là, juste avant, là, ça fait 10 ans peut-être que je suis revenu, je travaillais dans un shop, c'est ça, il manquait quelque chose, tu sais, ça allait bien, j'étais à jeun, ça faisait peut-être 2 ans. Mais tu sais, un job de shop, c'était pas pour moi, il manquait quelque chose dans ma vie, fait que c'est ça, j'ai appelé Phil, là, t'as pas quelque chose pour moi? Tu vois, ouais, fait que c'est ça, là, ça fait 10 ans que je suis là, puis je suis rendu à le poste que je fais aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis vraiment content de redonner, parce que si j'aurais pas eu des places communautaires, c'est sûr, je serais pas ici aujourd'hui. Fait qu'en gros, c'est ça. Je vais te laisser un peu de temps. Merci.
les enfants couraient pour aller voir les prestations de Chad. Il y avait comme des rumeurs, paraît qu'il va être là demain. On les voyait descendre dans les rizières en courant pour aller voir le show. Je compte cette anecdote-là. Chad n'a pas toujours eu des bons rapports avec l'autorité et les corps policiers. Il est en prestation ici, près de la place de l'Indépendance, donc la place centrale de la capitale à Madagascar. Il est en train de faire sa prestation et je vois un gendarme qui s'approche de lui. Chad ne le voit pas encore parce qu'il est comme dans son dos. Je me dis, oh boy, je suis peut-être mieux de m'approcher. Finalement, le gendarme va voir Chad. Il dit, excusez-moi, monsieur. Fait qu'il dit, oui, oui. Il dit, là, il dit, vous faites une prestation, il dit, sur la place. Fait qu'il dit, oui, oui. Là, il dit, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Fait qu'il dit, ben ouais, je vois ça. Ben, il dit, moi, ce que je pense, c'est qu'on serait mieux de vous installer au milieu de la place de l'Indépendance parce que ça va permettre à plus de gens de voir votre spectacle. Comme quoi, les préjugés peuvent se combattre d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est sûr. Son public en délire. Il fallait l'escorter. Il y avait des enfants pris après les jambes. Et maintenant, avec son équipe de travail. Ouais, hein? Quand même, hein? C'est ça. Ouais, moi aussi, ça me fait ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Il y a une phrase qui me rejoint beaucoup. On accompagne souvent, on soigne parfois, on guérit rarement. Je vous l'ai dit tantôt, pour moi, la guérison, ce n'est pas d'avoir une réponse à ses besoins de base. C'est d'avoir l'accès à la dignité. Je pense que l'accès à la dignité n'est pas un privilège, n'est pas un luxe. C'est un droit humain. Si tu ne te sens pas considéré, si tu ne te sens pas important, c'est pas toi qui as un problème, c'est nous tous qui avons un problème. Pour moi, l'itinérance n'est pas une problématique individuelle, c'est une problématique collective, dans laquelle nous l'échappons tous et toutes. Maintenant, si on veut offrir la guérison, faut que nous ayons tous la chance d'avoir accès à la participation sociale active. Quand on a fini par comprendre ça, est-ce qu'on offre encore de l'aide alimentaire, dépannage, sécurité? Ben oui, je le comprends. Quand tu es en urgence, tu as besoin de ce soin-là, c'est correct. T'sais. Je me casse le bras, je vais à l'hôpital, il répare mon bras, je repars. OK, je suis content. Puis là, il y a comme un établissement de l'expert avec le patient, puis je vis bien là-dedans, puis c'est correct. Mais si on veut offrir une guérison, et particulièrement une guérison sociale, il faut briser ce genre de rapport. C'est ma perception, puis on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut briser ce genre de rapport-là, aidant-aider. Puis je vous le présente comme ça parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi l'aidant, c'est moi l'aider aujourd'hui. Puis c'est lui qui nourrit ma guérison. Puis Francis, puis Isabelle. Et je sais que nous avons tous en nous des Chad, des Francis, des Isabelle, qui sont capables de faire des miracles quand ils surpassent leur souffrance et parfois une vie de mépris, de rejet ou d'incompréhension. Alors, on a depuis multiplié des prétextes comme celui de Madagascar. On a fait des projets de vitraux au centre-ville de Trois-Rivières. On a encore aujourd'hui 17 vitraux haut de gamme, grandeur nature, qui sont exposés, qui ont tous été faits par une cinquantaine de jeunes de la rue qui appelaient dans le temps, là, les punks que j'aime donc et que je m'ennuie. Vous autres aussi, vous ennuyez des punks, oui. Il y a trois autres initiatives que je vais vous présenter brièvement. On a mis un projet en place qui s'appelle « Prendre soin du centre-ville ». J'entendais dire au centre-ville de Trois-Rivières, « Ouais, tu sais, c'est sale, c'est malpropre, on pense que, tu sais, ça doit être le monde de point de rue. » Tu sais, pardon? Fait que là, je lui dis promo. « Ah ouais, vous pensez ça? Bon, on va le virer de bord. » Fait qu'on a engagé, on a une dizaine de personnes en situation de rue en ce moment qui sont évidemment payées, puis qui prennent soin du centre-ville, qui font un peu de ménage, oui, mais qui accueillent les touristes. Puis, tu sais, tu cherches un restaurant, je peux te donner un coup de main ici, parce qu'en fait, ce sont les experts guides touristiques de notre centre-ville. Je suis très fier d'eux et je sais qu'il y a des mêmes initiatives dans plusieurs villes du Québec. En prenant mon café ce matin, je pense que j'ai vu une telle initiative d'ailleurs à Montréal. Fait que le prétexte, c'est de dire « Viens chez nous parce que moi, j'ai besoin d'aide. » Et on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent chez nous parce
parce qu'on leur demande de l'aide. Parce qu'en fait, ils ne seraient jamais venus nous demander de l'aide. Il y a des gens sur cette photo que je connais depuis des années. Les seules fois puis ils me disaient ça comme ça. Moi, Phil, les intervenants ne veulent rien savoir. Moi, de parler, relation d'aide, tout, n'est rien à cirer. Non, ça, c'est pas pour moi. Par contre, quand on dit « Hey, j'ai besoin d'un coup de main pour faire des vitraux. Il y en a-tu qui a le goût d'essayer le projet, tu sais? On vous paye, puis tout, tu sais. Puis, ben là, tout d'un coup, il y a des gens qui débarquent chez nous, puis là, ils viennent se découvrir là-dedans, mais par un processus tout autre que le rapport aider-aidant. On a un journal de rue qui s'appelle La Galère, dans lequel on a plusieurs beaux témoignages. D'ailleurs, Francis m'a remis le sien tantôt, que je vais lire attentivement tantôt. Merci, Francis. On a mis sur pied un atelier de sérigraphie où on embauche des gens, peu importe leur situation, qui vont venir chez nous pour concevoir des T-shirts, mais aussi des casquettes, des hoodies. Si vous avez besoin de vêtements sérigraphiés à la main, faites-nous signe, 819, non, c'est pas vrai. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire là-dedans, c'est qu'on est en train de travailler sur ta dignité, puis de dire que tu es important, puis que tu as ta place. Tu viens à ton rythme. Tu sais, tu fais 1 heure, tu fais 1 heure, tu fais 1 semaine, tu fais 3 mois, peu importe. Un projet auquel nous croyons beaucoup et qui nous permet de transformer aussi notre rapport social dans notre communauté. C'est-à-dire qu'on avait des gens d'affaires qui ne savent pas trop quoi faire avec le domaine d'itinérance, comment on s'y prend, puis tout, puis je ne sais pas trop comment je peux contribuer, puis tout. Là, on est en train de dire, hey, tu sais, si tu veux contribuer, là, ta compagnie se fait faire des T-shirts, là, moi, ma gang peut le faire au même prix que les autres, de la même qualité que les autres, avec le même délai que les autres, mais ça va être du monde qui vont être dans un processus de participation sociale, qui vont en recevoir les bénéfices. Bien, c'est drôle. Après ça, on a des compagnies qui débarquent chez nous, qui disent, on peut-tu venir entre employés pour faire une activité de type team building, où ce qu'on va côtoyer votre... Puis là, tout d'un coup, il y a des rencontres qui se font. Puis là, tout d'un coup, c'est plus comme ces gens-là, c'est nous tous, comme êtres humains, qui se soutiennent et qui se donnent un coup de main. Nous avons d'ailleurs, portion promotion, au sous-sol ici, vous avez différents kiosques expositions. Je vous invite à aller voir ça. Je suis convaincu que l'art et la culture changent le monde. Il y a plusieurs initiatives magnifiques qui sont en place en bas. Et je vais me permettre de vous présenter mes 2 collègues, Émilie et Sandra, qui sont ici. Vous pouvez vous lever quand même. Merci, mesdames. Qui sont avec vous ici toute la journée, qui seront à notre kiosque. N'hésitez pas à aller les voir pour qu'ils puissent vous présenter davantage les différents projets qu'on a ici. De mon côté, malheureusement, oui, il faut que je garde ça. De mon côté, malheureusement, je ne peux pas rester avec vous toute la journée parce qu'une de mes filles a 8 ans aujourd'hui. Puis elle revient de l'école à 3 heures. Puis là, tu sais, je vous jure que je vous aime, là. Mais là, ma fille a 8 ans, c'est ça. Vous me pardonnez, hein? Donc, malheureusement, je devrais quitter, mais mes partenaires sont là ici toute la journée avec vous. Pour terminer, j'ai le goût de vous sortir cette parole qui, pour moi, m'inspire beaucoup. Personne ne se libère seul, personne ne libère autrui, les humains se libèrent ensemble. Et j'ai le goût de vous dire, pour terminer, je pense qu'on a un petit peu de temps pour une période de questions après, mais j'ai le goût de vous dire, pour terminer, que vous êtes tous beaux et belles en maudit, que vous êtes tous importants et précieux, j'espère que vous n'en doutez pas. Si vous en doutez, je vous souhaite de trouver, comme Chad l'a fait, le regard d'un enfant qui ne vous juge pas et qui vous reflète votre beauté. Je vous trouve tous beaux et belles individuellement. Mais collectivement, je nous trouve beaux et belles, surtout quand on est différent. Soyons différents. Pour terminer, je souhaite que nous nous tenions debout. Je constate qu'on a des droits qui sont bafoués au Québec. Nous avons tous droit à la dignité. J'ai le goût de vous dire, on ne lâche rien. Il y a des vies en jeu, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose comme une révolution sociale qui s'opère. Ça suffit que la masse de gens s'appauvrisse, qu'on a moins de services dans nos écoles, dans nos CPE, dans nos soins de santé, pendant qu'il y en a d'autres qui se payent 42 Ferrari.
Si vous voulez venir nous voir, si vous avez des questions, on a une petite période de questions. Si vous voulez venir nous voir après, venez nous voir pendant la pause, ça va nous faire grand plaisir. Et maintenant, j'aimerais faire un exercice qui va être très important pour moi. D'habitude, quand on finit comme ça, on finit, puis là, les gens nous applaudissent, puis là, nous autres, on prend les applaudissements, on dit « Ah, ça, c'est comme... » Mais là, moi, aujourd'hui, j'aurais comme le goût de l'inverse, parce que vous comprenez que je suis venu vous voir ici, d'abord et avant tout, pour me guérir moi. Alors, je vous proposerai quelque chose. Si vous avez le goût d'applaudir, là, je vous proposerai de vous lever debout et de vous applaudir entre vous, comme si on se faisait un gros câlin collectif, puis qu'on se dit qu'un jour, l'amour et la paix vont triompher sur cette planète. Merci infiniment à chacun de vous. Merci. On a twisté un peu la programmation. Là. Je ne sais pas si je... Non, c'est correct. OK. Fait que, il restait 4 minutes 44. S'il y a des questions en public, je ne sais pas trop. Je vous laisse aller. Oui, on t'entend. Ah, OK. D'accord. Bonjour. D'abord, merci vraiment pour le moment que vous avez pris avec nous pour nous raconter vos histoires. Là. C'est super apprécié puis c'est super inspirant. Je voulais savoir, Chad, j'ai vu sur les photos que tu faisais du cirque, puis j'ai entendu aussi que c'était comme un highlight dans les voyages, là, les performances de cirque. Moi, je travaille pour un organisme en cirque social à Montréal, puis le cirque de rue, ça fait partie aussi de mon savoir expérientiel. Puis je me demandais, c'est quoi l'histoire de ton histoire avec le cirque, dans le fond? Bien, mon histoire a commencé justement quand j'étais dans la rue. Il y a le Cirque du Soleil qui faisait le Cirque du Monde avant. Je ne sais pas si ça existe encore, le Cirque du Monde. Mais justement, il donnait des cours de jonglage puis de clown dans la rue. Puis, il demandait d'être à jeun le plus possible pendant les 2 heures qu'il donnait les cours. Puis, ça me faisait tellement du bien que j'étais capable de rester à jeun ces 2 heures-là puis me faire du bien d'une autre façon. Puis, j'aimais vraiment ça. J'ai pas manqué un cours. J'étais toujours là. Je manquais jamais. Puis, un moment donné, ça commençait peut-être à aller disparaître, peut-être. On n'était pas trop sûr. Puis, le refuge de la Piole à Drummond, ils ont parti un projet d'1 an. Qu'on a fait des cours de clown encore. On s'entraînait à tous les jours. On a monté un show. On a appris plein d'affaires. Fait que c'est ça, j'ai fait ça pendant 1 an. Après ce projet-là, mais là, j'aimais vraiment ça, fait que j'ai continué juste à faire des shows tout seul puis tout, mais là, des shows, c'était pas, je sais pas, je me sentais trop pression de temps sur mes épaules à faire des shows, fait que là, cette façon de continuer à me faire du bien puis de le faire, mais c'était dans mes projets que je pouvais redonner ça parce que je disais, moi, ça me faisait du bien puis tout, fait que ça va faire du bien à quelqu'un d'autre, fait que c'est ça que je vais redonner. Question. Moi, je suis très, très émue. Ah, désolée. Je continue d'être émue pareil. Justement, ça que je voulais dire, moi, ça me touche droit au cœur. Les deux, vous venez me toucher vraiment dans, je sais pas, ça résonne à l'intérieur ce que vous dites, puis tout ça. Puis Chad, bravo. Hein. Un frère pour moi, sérieux. Je te serre la main, j'ai le goût de te serrer dans mes bras, puis faut pas qu'on lâche ça. Puis je pense que on a tout un cœur, on a quelque part tout capable de s'aider, puis de l'entraide, c'est en train de passer mode, puis ça me fait chier. Je suis bien d'accord. C'est ça que je voulais dire, puis je voulais dire, tu sais, quand je vous regarde, ça me donne espoir encore, puis ça m'émue beaucoup. Merci. Oui, il ne faut pas lâcher. Il y a toujours l'espoir, même si on ne le sent plus, on ne le voit pas nulle part, mais il faut toujours écouter notre petite voix et continuer à se battre pareil, parce qu'un jour, mais on tombe sur les bonnes personnes qui nous encouragent, qui ouvrent des portes. Puis il faut juste prendre. Quand quelqu'un t'offre quelque chose que tu vois, tu peux prendre une petite porte de le prendre. C'est sûr que oui, il m'a ouvert les portes, tout, mais en même temps, j'ai pris la décision de les prendre, ces portes-là, parce que
Je voulais aller mieux, je voulais me sentir mieux. T'sais. Oui, je souhaitais de crever, j'haïssais tout le monde, mais en même temps, non, je voulais pas mourir, puis je voulais avoir une place dans cette vie-là. Fait que lâche pas. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est ça. Ça me va droit au cœur aussi. Je pense que je parle au nom de tout le monde. C'est à la fois fâchant et très, très touchant que la solution soit si simple, que c'est de regarder les gens. Moi, je me suis guérie comme ça, je l'ai dit tantôt. On a consommé pendant 28 ans tout seul à me taper sa tête. Puis je me suis guérie parce qu'il y a du monde autour de moi qui m'ont regardé autrement, puis qui ont dit que j'avais de la valeur, puis qui m'ont mis en action. Puis c'est tellement... C'est ça, c'est simple. Puis pourquoi on n'y arrive pas collectivement, c'est désespérant. J'ai comme des émotions mélangées, de la colère, de la tristesse, de la reconnaissance. Merci infiniment. On devrait multiplier ces initiatives-là. Moi, ça fait 2 ans que j'essaie de dire à ma direction que je veux amener mes usagers à Cuba. C'est de vivre des choses, c'est de dire qu'ils ont le droit. On a tous le droit, je suis d'accord, oui, le toit, mais c'est pas ça. C'est le droit d'avoir des liens, de vivre, de penser, de ressentir, de sentir l'eau sur notre corps, de regarder des enfants sourire, rire autour de nous. C'est ça qui soigne, c'est ça. C'est le lien. C'est si simple et merci. Merci vraiment. Le lien, puis avoir le droit de rêver aussi. Il ne faut pas arrêter de rêver parce que moi, je ne rêvais plus, mais après Madagascar, j'ai recommencé à rêver. Fait que, n'oubliez pas vos rêves.